Et à 12h04, on retrouve Marie Van Cutsem pour Débat Première. Merci beaucoup Hélène, on vous retrouve à 12h30 pour le rappel des titres. Bonjour à toutes et tous et vous écoutez Débat Première donc. Merci d'être avec nous pour cette dernière semaine de Débat Première version estivale. Et oui, car la rentrée approche, je ne vous apprends rien. En France, cette rentrée correspond aussi à l'entrée en vigueur d'une loi votée le 30 juillet, celle qui interdit le smartphone à l'école. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Concrètement, le smartphone sera interdit dans les cycles inférieurs et au collège, soit jusqu'en 3e secondaire. Pour le lycée, donc de la 4e à la réto, chaque établissement sera libre de l'interdire ou pas. La décision a été saluée par les uns. Enfin, un peu d'ordre à l'école. On remet les interactions réelles au centre. On lutte contre le cyberharcèlement, le visionnage de pornographie, l'addiction aux écrans. Elle a été saluée mais aussi critiquée. Ses détracteurs la trouvent anachronique, cette loi, illusoire aussi. Il vaudrait mieux intégrer le smartphone à l'école pour en apprendre le bon usage. C'est donc notre question du jour, vous l'avez compris, faut-il interdire leur smartphone à l'école ? Intervenez dans Débat Première via Facebook et Twitter et par téléphone au 02 737 37 07. Durant cette heure de débat, on va donc parler du smartphone comme addiction, comme vecteur identitaire chez les ados, de ce qui se fait chez nous, puisqu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est à chaque établissement de décider. 12h13. Débat Première, Marie Van Cutsem. Nous accueillons nos invités du jour. Il y a ce midi en studio Bernard Hubien, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'UFAPEC, l'Union francophone des associations de parents de l'enseignement catholique. Grégory De Smet est également avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du degré d'observation autonome à l'école Cardinal Mercier à Braine-l'Alleud. Degré d'observation autonome, c'est première et deuxième secondaire. Première et deuxième secondaire. C'est bien ça. Arnaud Zarbo est également avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, psychothérapeute à la SBL Nadja, qui est spécialisée sur les questions de dépendance. Et dans notre studio de Namur, nous recevons en duplex André Blavier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert senior à l'agence du numérique, qui est en charge de la stratégie digitale Wallonia, dont l'un des thèmes, c'est le développement de l'école numérique en Wallonie. On va commencer par vous soumettre à tous les quatre, évidemment, la question du jour. Bernard Hubien, je propose qu'on commence par vous. Faut-il interdire le smartphone à l'école, selon vous ? La question mérite réflexion. En fait, interdire pourquoi ? Autoriser pourquoi ? Il y a bien des usages problématiques à partir des smartphones, usages problématiques qu'il faut pouvoir contrer, mais il y a aussi des usages positifs, mais voire pédagogiques, qui sont sans doute utiles aujourd'hui. Grégory De Smet, vous vous alignez sur cette prise de position ? Oui, absolument. Donc, c'est une décision qui n'est pas très cohérente, selon moi, dans le sens où le décret fondateur, le décret en tout cas que les écoles doivent absolument respecter, c'est le décret mission qui fixe les missions prioritaires de l'école. Et une des missions, c'est intégrer les élèves dans la vie active. Et quand je vois ici, j'ai attendu 10 minutes là dans la salle d'attente, tous vos collaborateurs travaillent avec un smartphone. Et donc, c'est pas très cohérent dans le sens où c'est leur outil, c'est l'outil qu'on va utiliser. Moi-même, je l'utilise constamment. Et on leur dit, non, on ne peut plus l'utiliser à l'école. Donc là, je trouve qu'il y a quand même un petit problème de cohérence. Ça vous semble d'autant plus cohérent qu'en France, Emmanuel Macron se dit lui-même le président du numérique, de l'évolution, du développement, du progrès ? Ah oui, là, oui, de fait, effectivement, l'incohérence est quand même assez frappante. En Fédération Wallonie-Bruxelles, je pense qu'il y a on va dire un décret qui est le décret fondateur, c'est le décret mission. Ici, on va avoir le pacte de l'excellence très très bientôt, qui est en tout cas dans le pipeline, et qui propose, lui, l'inverse, donc l'intégration du numérique par le numérique. Et donc là, je m'inscris évidemment davantage dans cette optique-là. Arnaud Zarbo, l'un des arguments des pro-interdiction, c'est celui de la dépendance aux écrans. L'école sera un espace à préserver pour des relations dans le réel exclusivement. Est-ce qu'il faut, selon vous, que l'école reste un lieu sans smartphone ? J'ai envie de dire, c'est bien connu, interdire les choses, ça évite toujours de devenir dépendant. Si on est un peu sérieux, c'est pragmatiquement pas faisable. Je pense qu'il y a d'autres solutions, et pour rencontrer des personnes qui sont dans des situations difficiles avec des usages problématiques, c'est absolument pas l'interdiction qui les a freinés dans leurs usages. Au contraire, ça amène un tabou à la parole, ça amène des sanctions, et des sanctions qui ne sont pas éducatives. Je crois que c'est un mot qu'on va répéter beaucoup autour de cette table. Et d'un point de vue thérapeutique, ça n'a aucun sens. Et puis, il faut faire la part des choses aussi. C'est souvent de jeunes adolescents là qu'il s'agit. Et est-ce qu'on peut vraiment parler d'addiction ou de comportements un peu débordants qui sont typiques d'une tranche d'âge où on a peine à gérer un peu tout ce qui nous passionne et tout ce qu'on aime, où
entre guillemets, on appelle ça l'adolescence. Donc il faudrait un peu mettre de nuance à tout ça. André Blavier, à l'Agence du numérique, on travaille sur la stratégie numérique, on l'a dit, y compris dans les écoles. Vous fournissez des tablettes, des tableaux numériques aux écoles. Le smartphone est-il, selon vous, un objet à part, ou bien doit-il aussi être intégré au cours et porter une sorte de valeur pédagogique ? Alors, comme vous l'expliquez très bien dans le cadre de la stratégie digitale Wallonia, les programmes d'équipement que nous proposons aux écoles, sur base d'appels à projets d'ailleurs, vont essentiellement leur permettre d'obtenir des PC, des tablettes, des tableaux interactifs, etc. Pas de smartphone. Alors, qu'est-ce qui fait la distinction entre le smartphone et le reste ? Il faut rappeler qu'il y a dedans une carte SIM et que donc il y a un abonnement, et donc c'est très lié à quelque chose de personnel. On a chacun son abonnement à un opérateur mobile, et le smartphone est éminemment personnel, à la fois le type de smartphone, les applications qui sont dessus, les usages. Donc c'est clairement un appareil à part, et c'est lui qui amène ce qu'on appelle aujourd'hui, dont on entend tout le temps parler, la transformation numérique. C'est lui qui l'amène dans nos poches. Il faut toujours rappeler aussi que dans beaucoup d'autres pays que les pays occidentaux, c'est le smartphone qui est quasi l'unique média numérique utilisé par les gens. Si vous allez en Asie, par exemple, ou dans les pays africains, le téléphone, en tout cas mobile, est l'unique vecteur numérique. Peut-être rappeler aussi qu'en Wallonie, de quoi est-ce qu'on parle ? 95% des Wallons ont un téléphone mobile, et si on parle uniquement des smartphones, environ 60%, un peu moins de 60% des Wallons de 15 ans et plus ont un smartphone. Ce qui pose aussi la question, et on en parlera sans doute, de faire attention à une fracture numérique d'usage, puisque tout le monde n'a pas nécessairement le même smartphone, voire un smartphone à sa disposition. Et donc, sur cette décision en France d'interdire le smartphone à l'école, votre regard à vous ? Mais je pense que je vais m'aligner sur les propos très sensés qui ont été tenus par les trois précédents orateurs, et comme le disait en forme de boutade un de mes collègues en préparant ce débat, il me dit: la prohibition n'a jamais empêché les gens de boire, donc vraisemblablement l'interdiction n'est sans doute pas la meilleure solution. Je crois qu'il faut accompagner les usages. Le mot-clé, on va sans doute en reparler, le mot-clé derrière le smartphone aujourd'hui, c'est l'usage. Très bien, voilà qui fait ce premier tour de table. On sent qu'il y a déjà une tendance qui se dessine. Nous parlons smartphone à l'école ce midi. On se retrouve dans un instant pour se plonger dans le sujet en profondeur. À tout de suite. Intervenez dans Débat Première via Facebook et Twitter, et par téléphone au 02 737 37 07. Débat première, midi 13h. Plus ou moins d'eau, ce jet-ci ou celui-là? Oh, parfait. Grohe Smart Control, la douche à votre mesure. Visitez grohe.be pour 100 € de remise. Oh, zut! Lui, c'est Edgar, le galeriste du Mont des Arts. On m'appelle aussi Gaston. La gaffe. Elle arrive souvent avec Edgar. Aussi sympa que maladroit, il doit parfois être ingénieux pour trouver de la place. Car même si tout se passe bien, son business est fragile. Oups! Boum patatras! Pour tous les Edgar, les experts de KBC Brussels proposent une assurance professionnelle couvrant l'entièreté de leur matériel. KBC Brussels avec un grand B. B comme Bruxelles et comme Boum patatras. KBC Brussels, banque et assurance. Mon chéri, chez Bouygues Immobilier, ils font des réductions qui montent. Jusqu'à moins 10 000 € par chambre sur plein d'appartements. Ça fait jusqu'à moins 30 000 € sur un 3 chambres. Chez Bouygues Immobilier, du 15 août au 15 septembre, on vous offre jusqu'à moins 10 000 € par chambre. Voilà qui va faire des heureux. Toutes les infos sur bouygueimmobilier.be. Et pour tous les boum patatras, découvrez KBC Brussels Assist, l'app pour déclarer un sinistre en quelques clics. KBC Brussels, banque et assurance. Les feux de la Haken. 5 vendredis inoubliables. Dès 18h, des food trucks et une foule d'animations pour petits et grands vous attendent au pied de l'Atomium. Et à 23h, un feu d'artifice somptueux illuminera le ciel de la capitale. Tous les vendredis jusqu'au 24 août. Info sur feudelahaken.be. Un événement de la ville de Bruxelles avec la première et la une. Midi 13h, débat première. Faut-il interdire le smartphone à l'école ? C'est la nouveauté de la rentrée scolaire, pas chez nous, mais en France. Plus de smartphones jusqu'à la 3e secondaire incluse. Et chez nous, qu'en est-il ? Que faudrait-il promouvoir ? On en discute ce midi. Grégory De Smet, vous êtes directeur d'école, on le rappelle, dans le secondaire inférieur. Que constatez-vous dans votre pratique quotidienne ? Les élèves de 12, 13, 14 ans, est-ce qu'ils ont tous un smartphone aujourd'hui ? Oui, clairement. En fait, c'est vrai que mon école, on est dans un milieu assez favorisé, donc
tous les élèves, ou pratiquement tous, ont un smartphone aujourd'hui chez nous, effectivement. Et comment est-ce qu'ils l'utilisent dans les murs de votre établissement ? Est-ce qu'il y a, par exemple, une interdiction en classe, mais une autorisation à la récré ? Où sont les nuances ? Voilà, donc nous, on a adopté, je dirais, une position un peu intermédiaire. Donc l'élève peut utiliser librement son smartphone dans le campus, parce qu'on a un campus assez imposant, jusqu'à 8h30, heure de démarrage des cours. Alors de 8h30 à 15h30, il est censé, je dis bien censé, être éteint dans le cartable. Chose absolument invérifiable et incontrôlable. Et à partir de 15h30, ils peuvent donc le sortir du cartable et l'utiliser à nouveau librement dans le campus. Je mettrai une nuance dans le sens où cette interdiction, elle est levée si un professeur décide d'utiliser leur smartphone pour des raisons pédagogiques, dans un dispositif pédagogique où le smartphone est utilisé. Là, les élèves peuvent l'utiliser librement en classe, entre guillemets, en fonction du cadrage du professeur, bien entendu, et dans le campus. Alors, vous pointiez cette difficulté, justement, à faire respecter cette interdiction. Comment ça se passe si un élève est pincé, entre guillemets, avec son smartphone, je ne sais pas moi, dans la cour de récré ? Est-ce qu'il y a sanction ? Comment ça se passe ? Alors, généralement, lorsque c'est la première fois, on lui fait une remontrance verbale. Alors après, si, effectivement, il montre une certaine mauvaise volonté à ne pas respecter ce règlement, dans ce cas-là, effectivement, il y a sanction, effectivement. Quel type de sanction ? En fonction du professeur, généralement, ça dépend un peu du professeur, donc c'est souvent un travail de réflexion à faire, de ce genre de choses, quoi. Donc ça n'a pas été établi au niveau du règlement scolaire, il n'y a pas des dispositions précises en fonction de la... C'est en débat, c'est vraiment dans notre collège un gros débat, on n'est pas d'accord, les professeurs ne sont pas non plus d'accord entre eux, et donc là, la position qu'on a adoptée est une position effectivement un petit peu de compromis, on va dire. Donc voilà. Et c'est intéressant qu'il y ait débat entre les professeurs, puisque justement, qu'est-ce qui ressort de ces débats ? Quelles sont les différentes positions en place ? Donc les professeurs, certains sont absolument contre, archi contre, parce que trop d'écran, les arguments qu'on entend habituellement. Et puis d'autres professeurs sont frustrés dans le sens où ils y voient une machine avec un potentiel pédagogique absolument énorme. Et donc, voilà, en fait, ça dépend, comme on l'a dit tout à l'heure, ça dépendra des usages qu'on va en faire, quoi. André Blavier, vous qui faites la promotion du numérique dans les écoles, vous avez sans doute un regard d'ensemble. Quelle est généralement la politique des écoles que vous avez approchées ? Quelle est leur position face au numérique ? Alors, il faut bien distinguer la question du numérique dans son ensemble du smartphone. Donc, tout à fait. Comme je le rappelle, le programme que nous menons est un programme d'équipement sur base d'appel à projet. Ça, c'est peut-être un élément extrêmement important. Vous savez qu'on a, dans le numérique, on a beaucoup parlé à une époque d'ordinateurs qu'on déposait dans les écoles, qui n'étaient pas utilisés. Depuis quelques années, on lance systématiquement des appels à projet où, en fait, l'école peut bénéficier d'un équipement numérique sur base d'un projet pédagogique qui est rentré et qui explique en quoi les équipements dont elle va bénéficier vont être utilisés. Une tablette pour des cours de géographie, d'histoire, que sais-je, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le smartphone n'est pas dans ce package de base. Alors, je ne vais pas détailler aujourd'hui l'état de maturité numérique de l'école. Si ça intéresse les auditeurs, il y a un baromètre extrêmement complet qui est disponible sur digitalolonia.be. Vous tapez école numérique et vous aurez ce baromètre. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on sent dans les enquêtes qu'on mène, le monde enseignant en particulièrement, je pense, depuis le dernier baromètre qu'on a mené, a vraiment perçu qu'on était dans cette phase de transformation. Lorsqu'on faisait des études il y a encore quelques temps, on avait parfois le retour disant... Quelque part, on était bien comme ça fonctionnait bien, le numérique transforme tout, c'est un peu embêtant. Aujourd'hui, on a plutôt majoritairement et de manière de plus en plus forte des enseignants qui se disent on ne peut pas rester à côté de cette transformation numérique, on doit en être des acteurs et comme on l'a très bien dit dans l'introduction du débat, l'école prépare à la vie professionnelle et ce qui est assez amusant, c'est que ce débat de smartphone ou pas à l'école se pose aussi dans l'entreprise. Alors n'importe quelle personne qui a un jour participé à une réunion ces dernières années s'est trouvée confrontée à des gens dont le smartphone sonne en plein milieu de la réunion ou les gens qui passent leur temps à consulter le smartphone pendant cette réunion. Et donc, l'école, finalement, est une entreprise comme une autre de ce point de vue-là et le type de problèmes qu'elle rencontre sont des problèmes auxquels sont confrontées toutes les organisations. C'est pour ça que j'insistais au départ sur la notion d'usage. C'est vraiment l'usage qui doit être le moteur des choix. Maintenant, le smartphone est devenu
tellement intimes dans notre manière de vivre que, par exemple, pour des solutions de mobilité, de présence, de participation, de vote, de co-création, de photos, de vidéos, que sais-je, qui sont autant de solutions qui peuvent être appliquées dans le cadre de la pédagogie d'une école, qu'effectivement, on pourrait penser, on pense sans doute qu'il faut encadrer cet usage et trouver de nouvelles manières d'utiliser le smartphone pour participer au plan pédagogique de l'école. Le sujet est en discussion au niveau du pacte d'excellence, on en a touché un mot. La ministre Marie-Martine Schins n'est pas contre le smartphone à l'école, mais en même temps, elle n'a pas non plus prononcé un encouragement, je vais y arriver, clairement affirmé jusqu'ici. Grégory De Smet, je m'adresse de nouveau à vous en tant que directeur d'école. Est-ce que légiférer au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une décision la même pour toutes les écoles comme en France, ce serait une bonne idée? Est-ce que ça permettrait par exemple de venir trancher entre les profs dans la salle des profs dont vous parliez tout à l'heure? Je pense pas, non. Non, je pense qu'il faut laisser une certaine autonomie au chef d'établissement qui connaît son contexte, qui connaît ses élèves, et appliquer la même solution partout ne me semble pas être une très bonne idée. Bernard Rubien, du côté des parents, qu'en pense-t-on? Est-ce qu'il faut légiférer ou laisser à chaque école le soin de décider? Alors, il faut, je pense, d'abord revenir à quelque chose de plus fondamental, c'est quelle éducation est-ce que l'on donne aux enfants? L'usage problématique vient du fait que on autorise tout le temps. Non, je crois que l'enfant doit pouvoir comprendre, et nous l'avons dit, qu'il y a des systèmes d'autorité différents selon les lieux où l'on se trouve, et ce qui est permis dans la famille, des repas familiaux où chacun a son smartphone, dans certaines familles ça se fait, mais à l'école il y a un usage qui est régulé. Et cet usage, je pense, doit être régulé en fonction des compétences que l'on vise à transmettre aux enfants, pour qu'ils puissent atteindre ces compétences. Et le Conseil supérieur de l'éducation aux médias, qui est un lieu où se retrouvent bon nombre d'acteurs autour de l'école, et ce Conseil supérieur de l'éducation aux médias a établi une série de compétences numériques qu'il faut essayer de viser. Et dans les débats du pacte pour l'enseignement d'excellence, évidemment, l'on prend en compte, et je siège au comité de concertation du pacte, donc je suis au cœur de ces réflexions aussi. On prend en compte, évidemment, cette dimension fondamentale de notre culture d'aujourd'hui. Et passer à côté, c'est sans doute tromper les jeunes dans l'éducation qu'on voudrait leur donner. Et en tant que représentant des associations de parents, le smartphone, c'est tout de même quelque chose d'important aussi pour les parents. Ils se sentent rassurés que leur enfant ait un moyen d'être rejoint, non ? Oui, alors ça c'est aussi une discussion. Dans les associations de parents, c'est un sujet qui est souvent débattu, l'usage du numérique, le smartphone, Internet, enfin toutes ces questions. Mais le fait de pouvoir contacter immédiatement son enfant, est-ce que c'est bien nécessaire quand on sait qu'il y a des secrétariats dans chaque école et que ces secrétariats fonctionnent bien? S'il y a une urgence à transmettre, il y a moyen de le faire par d'autres biais qu'immédiatement. Oui, par contre, un parent ne va pas appeler le secrétariat pour savoir si son enfant est bien arrivé le matin, alors qu'un petit SMS, c'est vite fait, et on a vite des nouvelles. Mais le matin, c'est en dehors du contexte de la classe, et donc ça, c'est tout à fait possible. Mais je pourrais aussi répondre, parce que l'école, si un enfant n'est pas là en première heure de la matinée et que les parents n'ont pas prévenu de son absence, alors nous, on les prévient, on les contacte, et les éducateurs, ils sont là pour ça, ils font ça très bien. Et voilà, donc les parents est prévenu si jamais l'enfant ne... C'est ça, le cadre pour rassurer les parents, en tout cas, il existe. Arnaud Zarbol, le regard du psychologue là-dessus, on a évoqué rapidement la dépendance aux écrans, on va y revenir, mais sur cette question des parents, finalement, ce sont eux qui offrent les smartphones, ne sont-ils pas aussi dépendants d'une certaine manière de ce moyen de joindre leur enfant? Alors on est tous dépendants, je veux dire, ce qui n'est pas forcément un problème, hein, on vit tous en interdépendance, soit. Je pense que ça fait tout simplement partie de notre société et que c'est un média. Et le média, si on vient au sens strict, c'est ce qui fait lien, c'est ce qui lie. Et donc les smartphones sont là, donc on peut danser sur nos têtes, on peut faire des lois très restrictives, remettre des uniformes partout et des interdictions massives. Ça n'empêchera pas qu'il y aura quand même des usages en dehors de l'école, par exemple. Et donc la question reviendra comme sur le tapis, parce que c'est l'école, c'est un lieu de vie, mais il y a d'autres lieux de vie. Et donc je pense que par rapport aux parents, je pense que l'éducation, elle va pas seulement
auprès des jeunes, elle va auprès de tout un chacun. Il y a une éducation aux usages, des adultes, mais des adolescents aussi. Et la maturité des usages, c'est pas l'apanage des adultes. Il suffit de voir quand on a un nouveau smartphone, un nouvel objet numérique, comment on peut, je m'inclus dedans, être passionné par ce qui se passe. Maintenant, je pense qu'il faut soutenir les parents. Je rebondis sur ce que mon collègue disait tout à l'heure. Les usages problématiques sont souvent quand les parents, c'est pas qu'ils font mal ou ils font trop ou pas assez, c'est pas une question de cadre ou d'autorité. Je pense que c'est une question qu'ils sont eux-mêmes en difficulté aussi, qu'il y a souvent d'autres difficultés derrière. Donc je pense que le premier levier, c'est le soutien aux parents et le soutien à l'école. Comment vous l'imaginez, ce soutien aux parents, ce soutien à l'école ? Le soutien à l'école, déjà, c'est permettre aux professionnels d'avoir des méthodes, d'avoir des outils, d'avoir des structures qui les accompagnent pour mettre en place toute l'éducation média qu'il y a là. Et il y en a, des services d'éducation média. Il y en a qui sont là depuis des années en Belgique. Il y a des services spécialisés. Et surtout, il faut leur permettre aussi de se former sur ces questions-là. Parce que, voilà, quand on est acteur de l'école, on a déjà beaucoup de choses à faire. Et on peut se sentir envahi par ces médias-là, en plus de tout ce qu'on a à faire sur le terrain. Donc, les structures d'aide, elles sont déjà là. Je pense qu'il faut donner les moyens aux professionnels de pouvoir prendre le temps. C'est un peu paradoxal, de prendre le temps pour gérer ces objets de l'immédiateté. Et il faut surtout aussi donner les parents les moyens et la disponibilité des services autour d'eux quand ils se sentent en difficulté. Parce qu'il y a un peu un sentiment de culpabilité qui peut assaillir le parent. De se sentir dépassé, de ne pas savoir comment on communique avec un adolescent, ou de se sentir un peu à la ramasse sur les usages un peu secrets, mystérieux des adolescents. Donc je pense que voilà, interdire, c'est pas un outil suffisant si c'est le seul moyen pour aider à communiquer tout ce petit monde qui est la famille, l'ado et l'intervenant scolaire et parascolaire. Alors venons-en à la dépendance à proprement parler des enfants. Je vous propose d'écouter à présent un extrait d'une émission Envoyé spécial sur France 2, une émission qui avait fait beaucoup de bruit lors de sa diffusion, vous vous en souvenez peut-être. On y présentait les risques pour l'enfant trop exposé aux écrans. Écoutez. Le constat est sans appel. Les enfants de 3-4 ans en grande difficulté que nous signalent les écoles sont quasiment tous exposés massivement aux écrans, de 6h à 12h par jour. Cette vidéo amateur résonne comme une alerte. Elle a été postée sur YouTube comme une bouteille à la mer par une simple médecin de quartier. Tous nos constats sont tirés de notre pratique quotidienne. Le docteur Anne-Lise Ducanda s'occupe de très jeunes enfants en banlieue de Paris. Depuis quelques années, elle voit se multiplier des symptômes inquiétants ressemblant à l'autisme. Et elle est convaincue qu'il y a urgence. Nous allons chez le petit Ryan, qui a 3 ans. L'école de Ryan m'a appelé il y a 5 jours pour me dire qu'ils avaient tenté une scolarisation de 20 minutes et que c'était extrêmement difficile. Un petit garçon qui ne parle pas du tout. Qui a hurlé pendant 20 minutes en se roulant par terre, qui ne réagit pas à son prénom, avec qui on ne peut pas croiser le regard. Et élément important, il ne peut pas s'endormir sans le smartphone. Jusqu'à hier encore, le petit Ryan ne pouvait pas rester sans téléphone. Il ne peut pas rester sans téléphone. Alors, c'est vraiment ce phénomène de drogue et d'addiction. Des fois, j'ai pas de réseau sur le téléphone, il prend le téléphone, il le casse. Voilà, reportage assez polémique, je vous le disais. Arnaud Zerbo, votre avis, à vous, l'excès d'écran chez les plus petits peut-il provoquer vraiment des symptômes proches de l'autisme ? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que ce sont deux phénomènes très différents. L'autisme, c'est une maladie très complexe. On parle ici de symptômes proches de l'autisme. Oui, mais alors des symptômes proches, on peut alors être dans l'à peu près pour tout. Dire, si je suis frustré par quelque chose, je peux montrer de l'irascibilité, mais alors c'est un symptôme proche de la dépendance, mais je suis juste en colère. Donc je pense qu'en termes de diagnostic, là, je vais jouer la carte du psy, il ne faut pas mélanger tout et n'importe quoi. Je pense que cette médecin a fait une campagne qui est absolument pas innocente, et qui a été très décrit en France, sur le fait que voilà, ça créerait des symptômes proches de l'autisme, dans un ton dramatisant, sans aucune preuve scientifique de ce qu'elle avance. Et il y a eu un débat d'ailleurs avec Serge Tisseron là-dessus, sur Arrêt sur Image, qui a démontré, il suffit de le regarder, que la réalité est plus complexe. Alors, qu'il y ait des enfants qui sont en difficulté, qu'il y ait des symptômes d'irascibilité, de colère par rapport à des usages où ils seraient empêtrés, oui, ok. Mais alors, c'est pas lié à une dépendance ou à des symptômes liés au smartphone, c'est lié au fait que ce sont des tout petits enfants,
qui, quand ils sont face à des objets très stimulants, ont du mal à se canaliser. Et surtout, qui sont dans un contexte, et là je dis ça avec beaucoup de prudence, où des parents seront peut-être eux-mêmes dépassés par rapport à la frustration amenée à leur enfant, la peur d'être un mauvais parent qui interdit, et face aux crises de colère. Donc il faut vraiment mettre beaucoup de nuances aussi, ici par rapport à ça. Et je rappelle au bon souvenir de tous les parents qui ont des enfants en bas âge ou qui en ont eu, il suffit d'enlever la poupée de votre enfant, ou de le sortir du bain, ou de le mettre dans le bain, et vous avez les crises pareilles. C'est lié à leur âge et à leur capacité de frustration, ou à leur faire manger des légumes verts à un certain âge, quoique ça peut évoluer aussi. Si on est un peu sérieux, je pense que c'est dramatisant, ça culpabilise tout le monde. Et dans ce reportage, cette mère, en fait, qui va mieux après l'intervention magique des pédiatres, un peu comme Super Nanny, qu'est-ce qu'on lui a proposé si on décortique ? On lui a proposé un soutien parental où elle peut se déposer, où elle peut exprimer ses angoisses, son anxiété, le fait qu'elle se sent seule. Voilà. Tout est là. Voilà, on y revient à cet encadrement et ce soutien parental. Il faut aider les parents parce que c'est pas facile d'être parent, et surtout si on est soi-même avec des fragilités, et on a droit aussi à l'échec. Je pense que centrer une éducation et des interdictions pour éviter des comportements à risque, c'est se mettre le doigt dans l'œil jusqu'à la rotule. On continue à parler de tout cela dans quelques minutes. Le temps pour nous de retrouver le rappel des titres de l'actualité. À tout de suite. Rejoignez le débat via Facebook et Twitter et 02 737 37 07. Midi 13h. Débat première. Maman, il est où mon stylo flamant rose ? Maman, je peux décorer ma farde à paillettes avec du washi tape ? Maman, encore combien de fois dormir avant la rentrée ? Oh là là, quel enthousiasme! Normal avec tout ce matériel scolaire incroyable. Découvrez-le chez Dreamland et sur dreamland.be. Tout est plus marrant en jouant. Aujourd'hui, vivre avec le VIH, c'est le savoir, suivre son traitement, rendre le virus intransmissible, sortir... J'adore cette musique! Sympathiser. Hey, salut toi! S'emballer. On va chez moi? Se déshabiller. Wow. Se protéger des autres IST. Faire l'amour. Encore et encore. Une personne séropositive ayant une charge virale indétectable grâce à son traitement ne transmet plus le VIH. Préservatif, dépistage, traitement, renseignez-vous sur préventionsida.org. Un message de la plateforme Prévention Sida avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. La première. L'esprit clair. Midi 31. L'heure du rappel des titres avec Marie-Laure de Kerkhove. Bonjour. Bonjour, c'est aujourd'hui la première journée internationale du souvenir en hommage aux victimes des attentats. Une date instituée l'année dernière par l'ONU et qui se décline aussi à Bruxelles. L'association V-Europe qui défend les victimes des attentats de Bruxelles et leurs proches attendait ce matin de pied ferme le monde politique et les membres de la commission d'enquête sur les attentats lors d'une courte cérémonie. V-Europe qui milite toujours en faveur d'une meilleure indemnisation des victimes du terrorisme. Nouvelle action de Gaïa aussi ce matin contre l'abattage sans étourdissement. Une trentaine d'activistes ont rebaptisé la maison de la région, qui est le siège du gouvernement, en maison de l'abattage sans étourdissement. Ils ont symboliquement déroulé un tapis noir devant le bâtiment pour rendre hommage aux moutons qui seront sacrifiés aujourd'hui à l'occasion de l'Aïd el-Kébir. 177 migrants secourus par les gardes-côtes italiens ont accosté en Sicile dans le port de Catane après 5 jours en mer. Leur navire a pu accoster dans la nuit. Par contre, les migrants ne peuvent pas descendre du bateau sans garantie européenne. Oleg Sentsov peut mourir à tout moment. Au 100e jour de sa grève de la faim, des dizaines de personnalités demandent sa libération immédiate. Le cinéaste n'a jamais caché tout le mal qu'il pensait de l'annexion de la Crimée par la Russie. Détenu pour sa franchise dans le nord de la Russie, il tente en vain de faire pression sur Vladimir Poutine pour obtenir sa libération. Mais Vladimir Poutine tient bon et l'état de santé d'Oleg Sentsov se détériore tous les jours. Et puis si vous êtes nostalgique des années 80, réjouissez-vous, c'est à cette décennie que sera consacrée la nouvelle expo dans la gare des Guillemins à Liège, que vous pourrez découvrir en septembre et dont on vous dira déjà un petit mot dans le journal de 13h. Midi 13h. Débat première. Marie Van Kutsem. Bienvenue dans Débat Première. Si vous nous rejoignez à l'instant, faut-il interdire le smartphone à l'école ? C'est la question du jour. Nous entendions il y a quelques minutes l'extrait d'un reportage d'Envoyé spécial qui mettait en garde. La surexposition aux écrans, c'est dangereux. Alors au-delà de ce reportage assez alarmiste, André Blavier, en introduisant, comme vous le faites à l'Agence du numérique, des tablettes dans les écoles à usage pédagogique, est-ce que vous ne venez pas accentuer encore cette exposition aux écrans qui est déjà présente en dehors de l'école ?
Forcément, oui. Non, je ne vais pas vous dire que c'est un point négatif. Je pense vraiment que quand on parle de numérique à l'école aujourd'hui, il faut être conscient que le mot-clé est celui de transformation numérique. La transformation numérique, elle agit partout, dans tous les domaines de la société, et l'école ne peut pas rester en dehors de ce phénomène. On peut pas, c'est comme si quand on a inventé l'imprimerie, on avait décidé de ne pas mettre de livres à l'école parce qu'on n'en avait pas mis jusque-là. Donc si on n'utilise pas ce que les gens utilisent dans leur vie quotidienne, privée, professionnelle, pour travailler, pour créer, pour développer, faire des projets artistiques, quelque part, on va vivre dans un univers complètement parallèle. Maintenant, la question de l'encadrement et des usages, je le répète, est extrêmement importante. Et il faut sans doute aussi, par rapport aux enfants, faire une distinction, et c'est important par rapport au rôle de l'école, une distinction entre ce qu'on voit aujourd'hui avec tous les enfants, c'est une incroyable dextérité numérique avec tous ces outils, singulièrement le smartphone. Essayez de taper aussi rapidement sur Instagram ou Snapchat qu'un jeune de 15 ans, et vous verrez que vous n'y arrivez pas, parce qu'ils ont cette dextérité extraordinaire. Mais dextérité ne veut pas dire compétence numérique. La vraie question qui se pose, c'est comment on intègre ces outils, tablettes, PC, tableaux interactifs et smartphones, comment on les intègre dans une logique pédagogique, comment on en fait des outils de productivité personnelle, de créativité personnelle. Et un autre élément dont on doit sans doute encore aujourd'hui parler dans le débat qui nous occupe, est celui, singulièrement pour les smartphones, puisque les autres équipements sont en général plus contrôlés par l'école, on peut penser aux PC et aux tablettes, c'est la question de la vie privée et des données. Donc on sait que le smartphone est un outil très intime, comme je l'ai dit, donc il capte énormément de données, il en produit aussi, et peut-être qu'à l'école, il y a aussi un rôle à penser, c'est quoi aujourd'hui être un utilisateur de smartphone? Quand je me connecte sur des plateformes des GAFA ou sur des applications très populaires, qu'est-ce que ça implique par rapport à ce que j'échange avec ces plateformes? Là, il y a de nouveau de véritables questions par rapport à ce qu'est l'outil par lui-même. Quand on parle d'éducation avec le numérique, il y a toujours l'éducation par le numérique et l'éducation au numérique. Et l'éducation au numérique, c'est aussi de faire de nos enfants des citoyens numériques accomplis qui ont une pleine perception des enjeux qui sont derrière les usages qu'ils ont tous les jours avec ces outils numériques. On va revenir là-dessus, bien sûr. En attendant, je vous lis quand même quelques commentaires, puisqu'ils sont nombreux pendant cette émission. Philippe nous dit, à partir du moment où on pense à légiférer, c'est qu'il y a bien un problème. Au téléphone, Charles nous dit, le smartphone est un perturbateur de cours, sauf s'il est intégré au cours. Mais si on veut une société structurée, il faut se donner un maximum de moyens pour transmettre les savoirs. Il faudrait que la personne soit réceptive, mais si elle est constamment perturbée par son smartphone, ça ne va pas. Étienne qui nous dit également par téléphone que sa fille sort d'humanité et qu'elle est choquée des jeunes en première secondaire qui ne se parlent plus, qui sont tout le temps sur leur téléphone. Et ce n'est pas parce qu'on a interdit le tabac dans les restos qu'on a arrêté de fumer, dit-il. Je vous lis également ce commentaire de Raphaël qui nous dit, la prohibition n'a jamais empêché les gens de boire, ok, mais c'est quand même mieux d'éviter de boire au boulot. Pourquoi pas des créneaux sans smartphone et peut-être prévoir des ateliers pour s'en servir. J'avais envie de vous faire réagir aussi sur ce dernier commentaire, celui de Nanette sur Facebook, qui nous dit que c'est une très bonne idée d'interdire le smartphone à l'école, qu'il n'y en a pas besoin en classe ni même en temps de pause. Reconnaissez que ce fichu appareil coupe toute communication directe entre les personnes. Moi, je suis pour. Ainsi apprendront-ils à nouveau à partager du temps ensemble. Voilà qui revient rejoindre un peu des arguments dont nous avons déjà parlé en première partie. Grégory De Smet, est-ce que c'est à l'école de favoriser ce vivre ensemble, ces relations interpersonnelles, ou c'est aux parents de mettre des limites en ce sens? Est-ce qu'ils ont aussi une part de responsabilité là-dedans? Les parents ont une part de responsabilité, mais moi je réfléchissais à ce commentaire et je réfléchissais justement à un processus pédagogique qu'on a mis en place, que certains profs ont mis en place chez nous, et quand j'entends qu'ils ne se parlent plus, qu'ils ne collaborent pas, etc. Un petit exemple, on a des élèves, le projet c'était d'imiter les capsules vidéo d'Ardar, qui sont des capsules bien connues. Et le dispositif Vous pouvez peut-être expliquer pour nos auditeurs qui ne voient pas ce que c'est rapidement. Donc c'est présenter une œuvre d'art, voilà, c'était sur France 2 si je me souviens bien. Donc, en vidéo, avec des images. Avec des petites images, et puis c'était assez ludique, assez interactif. On leur a proposé de faire ça, en tout cas un petit nombre de profs chez nous, on proposait aux élèves de deuxième secondaire de faire ce type de vidéo. Ils ont travaillé par groupe, ils ont collaboré, ils ont utilisé leur smartphone évidemment, parce que c'est par rapport aux outils qu'on a dans les écoles, ils ont en poche un outil nettement plus puissant que ce que nous on pourrait leur proposer dans une école pour faire les vidéos. Les professeurs ont collaboré,
dans le sens où le professeur d'art fait toute la partie artistique, enfin l'analyse de l'œuvre, le professeur de techno a travaillé avec les élèves sur comment on fait une vidéo, comment on fait des petits commentaires, etc. Le professeur de français a fait le scénario. Ça décloisonne totalement les cours, parce que les élèves, ils sont en français, alors ok, on va faire attention à l'orthographe. Je suis en maths, l'orthographe, c'est plus un problème pour eux. Donc, c'est l'idée de décloisonner, d'exploser un petit peu ces cours, de les faire collaborer, de les faire travailler ensemble. Et pour ça, un smartphone, une tablette, une plateforme pédagogique. Parce qu'effectivement, avant de créer ces petites capsules d'Arda, ils ont d'abord dû les visionner. Ils les ont visionnés comment ? Mais lancer YouTube sur nos ordinateurs à l'école, c'est déjà en soi un projet ambitieux, donc parce que les ordinateurs sont complètement obsolètes. Donc ils les ont visionnés comment ? Avec soit une tablette, soit leur téléphone. Voilà quelques exemples intelligents du smartphone en classe. Bernard Rubien, pour l'UFAPEC, vous vouliez réagir ? Oui, l'année scolaire qui vient de s'achever, nous avons mené un projet dans le cadre d'un projet européen, un projet d'éducation aux médias et au numérique, en tandem, c'est-à-dire nous avons fait en sorte que dans des classes d'école primaire, c'est des instituteurs et des institutrices, il y ait un processus d'éducation aux médias et aux usages numériques qui soit compris et qui soit partagé entre l'enseignant et les parents, pour montrer qu'il y a un lien réel dans l'éducation à vivre entre école et famille. Et nous, à l'UFAPEC, nous sommes vraiment à vouloir encourager toute initiative qui met en place un partenariat école-famille. Parce que en brisant la distance parfois trop grande qu'il y a entre l'école et les familles, on permet à l'enfant de grandir, de pouvoir percevoir que l'enseignant et les parents sont des adultes qui sont là pour l'aider à grandir. Arnaud Zarbo, on y revient donc à cette nécessité de penser globale. Le smartphone n'est pas qu'à l'école, il est aussi dans la famille. Du coup, il est intéressant de penser son usage dedans et en dehors de l'école. Bien sûr, et je pense que l'école elle-même se pense de plus en plus en dehors et en dedans. Et ça, c'est peut-être le passé qui a installé un mythe où il y avait l'école et puis il y avait la société externe. Maintenant, avec ses usages... je crois que c'est mon collègue Pascal Minotte qui dit liquide, les smartphones sont partout, le numérique est partout, c'est un peu un non-sens que ces usages ne soient pas pris en compte dans l'éducation et dans le soutien à la parentalité et pour la jeunesse. Maintenant, je reviens sur ce qui était dit tout à l'heure sur la surexposition aux écrans. Je pense aussi qu'il y a une dimension où il faut quand même un peu se poser, c'est il faut protéger l'immaturité des enfants et des adolescents. Je pense qu'il y a la dimension de l'adolescence qui est déjà une phase un peu particulière de la vie, et puis il y a ce qui est du registre de l'enfance. Et on sait que chez les tout petits, les plus jeunes, ils n'ont pas besoin des écrans. Oui, on ne dit pas avant 3 ans. Ouais. Alors 3 ans, pas 3 ans, ça on peut débattre pendant des heures, mais pourquoi pas, on peut les accompagner. Maintenant, c'est pas fondamental non plus, tout simplement, pas parce que l'écran est mauvais ou générateur de dépendance, mais parce que tout simplement, à cet âge-là, ils doivent beaucoup se dépenser physiquement, interagir, avoir de la psychomotricité, voilà. Après, je pense que le partenariat école-parent, il est fondamental. Et quand il n'est pas possible, je pense aussi qu'il faut... Il y a un troisième axe qu'on n'a pas questionné non plus, mais c'est quoi la vie des jeunes eux-mêmes ? Qu'est-ce qu'on leur donne comme possibilité de penser leurs usages dans le cadre scolaire ? On part du principe que si on laisse les jeunes réfléchir par eux-mêmes ou proposer des cadres, ils vont forcément choisir l'anarchie. Je ne suis pas convaincu. Je pense que l'éducation par les pairs, la sensibilisation et les mettre eux-mêmes acteurs de leur développement, pour utiliser des grands mots, très concrètement, fixer des règles de vivre ensemble dans les classes, ça fonctionne. Si on se donne de la Par exemple, une boîte à l'entrée ou sur le bureau du professeur dans lequel tout le monde déposerait son smartphone, ça me semblerait une idée intéressante. Tous les moyens sont bons et je pense que la question, c'est quels objectifs je veux derrière. Et l'interdiction, l'autorisation du smartphone, elle doit respecter 2 cadres. Pour moi, c'est le développement et le maintien des missions de l'école et des acteurs scolaires, mais en même temps, avoir des usages qui font sens par rapport à la vie des jeunes et des adultes. Parce qu'ils vont avoir pas de smartphone pendant des années et puis on va leur demander il te faut une adresse mail, il te faut une connexion pour tes études supérieures ou pour ton travail. Ça n'a pas de sens. Et je pense qu'il faut respecter le fait que oui, les adolescents, évidemment, vont avoir des usages à risque. Il y en aura toujours. Oui, les adolescents vont faire des bêtises. Oui, il va y avoir des conflits.
Mais c'est à nous, adultes, à les soutenir, à les encadrer là-dedans. Et c'est pas en interdisant que ça va les protéger de faire des bêtises. Je reste avec vous, Arnaud Zarbo, sur la question de ce smartphone à l'école, parce qu'un autre argument qui est avancé par les pro-smartphones à l'école, c'est le vecteur identitaire. Aujourd'hui, le smartphone serait constitutif de l'identité de l'adolescent, au même titre que porter des marques, ressembler au groupe, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument-là ? Oui et non. Oui, ça fait partie du quotidien des jeunes et c'est un peu... alors je vais peut-être choquer s'il y a des ados qui nous écoutent, c'est un peu la suite du doudou. C'est-à-dire c'est un objet transitionnel. On est là, on n'est pas là. On est un peu avec sa famille. Et les adultes aussi, ils envoient des SMS à leurs conjoints, voilà, tous les jours à midi par exemple. Il y a plein de gens qui font ça. Mais on est tout le temps en connexion avec les autres. Alors quand j'écoutais les commentaires, les jeunes ne savent plus communiquer ensemble. Je pense qu'on oublie quelque chose. C'est les jeunes communiquent très très bien ensemble. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne veulent pas communiquer avec les adultes. Avec les adultes, évidemment. Ils veulent communiquer entre eux sans le chaperon adulte qui vient regarder. Alors je ne dis pas que l'adulte ne doit pas avoir un œil sur ce qui se passe bienveillant, mais c'est un mouvement naturel chez les adolescents. Les adultes aboient, la caravane des ados passe. Ils veulent aller à l'extérieur. Et donc, plus on met des rythmes stricts et contraignants, et plus les adolescents vont trouver des failles à ces systèmes-là. Je voulais un autre commentaire, celui de Stella sur Facebook, qui nous dit « Il faut vivre avec le progrès. C'est un outil qui peut s'avérer utile. Apprenons-leur à l'utiliser autrement plutôt que de l'interdire. » André Blavier, penchons-nous un petit peu sur ce qui existe. En septembre 2017, je lisais que vous avez lancé une opération pilote dans 20 écoles sur le modèle « Bring your own device ». Apportez votre propre appareil en français. Donc j'imagine que les élèves employaient donc leur outil, smartphone ou autre, en classe à des fins pédagogiques. Quel est le bilan que vous tirez de cette expérience ? Alors le projet est toujours en cours, donc il est trop tôt pour tirer des bilans, et c'est plus large que simplement le smartphone. Mais effectivement, alors cette mesure était plus liée à la question de bénéficier d'un maximum d'équipements à disposition des élèves, en disant que si on a un équipement numérique à soi, on peut l'amener à l'école, ce qui se passe d'ailleurs très largement dans le supérieur. Donc aujourd'hui, je n'ai pas encore de retour direct. On va publier prochainement, donc pour la rentrée ici à l'automne, on va publier par contre un bilan des actions qui ont été menées dans le cadre des équipements écoles numériques, donc des appels à projets dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on est allé mesurer et de manière très transparente avec des indicateurs le bénéfice et les effets de cet équipement dans les écoles. Un des effets qu'on peut voir, c'est que c'est l'entraînement, évidemment. C'est-à-dire que plus on amène de numérique à l'école, plus l'école est elle-même tentée d'en rajouter une louche, si je puis dire, pour ajouter de l'équipement. Mais je voudrais en profiter pour rebondir sur un élément qui me semble extrêmement important par rapport aux expériences qui ont été menées pour la création de vidéos là, dans l'établissement du directeur qui est présent au débat. Je pense qu'un élément important à expliquer aux étudiants, aux adolescents qui utilisent les smartphones, l'image classique du smartphone, c'est un écran avec des icônes d'applications. C'est extrêmement important qu'ils se rendent compte que derrière toutes ces applications, il y a aussi des entreprises. Il y a des gens qui vivent, il y a des employés, des créateurs, il y a de l'économie. Et je pense que une grande partie de la transformation de notre économie et d'un redéploiement économique de la Wallonie, de la Belgique, mais d'autres régions évidemment, passe par notre capacité à créer de la valeur ajoutée. Vous êtes en train de dire qu'il faut éveiller en fait les étudiants au fait que derrière tout cela, il existe des possibilités aussi pour eux plus tard éventuellement pour travailler. Exactement. C'est vraiment coutume de dire derrière chaque icône, il y a une entreprise. Il y a des gens qui ont créé cette application. Alors, si vous prenez des applications bien connues comme Facebook ou d'autres, on se rend compte que ce sont non seulement des applications, mais ce sont des entreprises énormes aujourd'hui. Mais au départ, c'est quand même quelqu'un qui les a créées. Donc, je trouve que des initiatives comme celles qui ont été évoquées, où on fait appel à la créativité via l'outil numérique pour créer quelque chose, pour produire quelque chose, c'est extrêmement important. Et par ailleurs, je voudrais aussi valider tout à fait ce qu'on disait à propos du fait que les jeunes ne se parlent plus, ils se parlent effectivement sur d'autres canaux. Et alors, pour prendre mon cas personnel, aujourd'hui, moi, mes canaux de communication avec ma famille, c'est WhatsApp, parce qu'on se parle sur WhatsApp. Et c'est une manière d'avoir des nouvelles autres que celles d'avant. Mais ça n'a pas cassé le dialogue, ça crée de nouvelles voies de dialogue. Et ces nouvelles voies de dialogue, elles doivent être utilisées par l'école, parce que sinon, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans le débat, on vit dans un univers un peu parallèle. Et c'est vraiment la question, je le rappelle encore, comme dans une entreprise, c'est la question des policies, de la politique qu'on met en place d'usage
d'usage qui doit être validé par tout le monde. Exactement comme pour le code de la route. Si on part du principe que comme il y a des gens qui boivent au volant ou qui conduisent trop vite, il faut empêcher les gens d'utiliser la voiture, ça ne fonctionnera pas. Il faut un code de la route et donc il faut un code de l'usage du smartphone à l'école. Et que les gens valident, à la fois les enseignants, les parents, l'ensemble de la communauté, valident cette politique d'usage du smartphone. Je pense que c'est la meilleure manière de régler les problèmes. 12h48, on poursuit ce débat d'ici quelques minutes. Smartphone à l'école, faut-il l'interdire? C'est la question du jour. À tout de suite. 12h13. Débat première. Cet été, emmenez avec vous Laurent Dehaussais et 1000 jours dans l'histoire. La première lance une plateforme interactive qui rassemble plus de 1000 séquences de l'émission Un jour dans l'histoire. 1000 jours dans l'histoire. Un voyage dans l'histoire sur une ligne du temps, organisé par période et par thématique. 1000 jours dans l'histoire sur rtbf.be/1000 jours. Avec la parole Bellisol, les nouveaux châssis et portes deviennent un vrai plaisir. Juste ce qu'il fallait. Bellisol. Châssis et portes sans souci depuis plus de 40 ans. Bellisol, le spécialiste des châssis et portes, présente la parole Bellisol. Et là, vous vous dites « Encore ?» Oui, mais cette fois, c'est une femme qui le dit. Myriam, vas-y. Chez Bellisol, on a un choix de qualité adapté à son budget et un placement par nos experts. Eh ben là, je comprends. Bellisol. Châssis et portes sans souci depuis plus de 40 ans. Et salut voisin. Salut. Vous cachez quoi dans cette grande boîte? On inspire le quartier. On donne les objets dont on n'a plus besoin. Mais qui peuvent servir à d'autres. Oh, moi aussi j'ai des choses à donner. Développez un projet durable avec vos voisins. Participez à l'appel Inspirons le quartier et bénéficiez d'un accompagnement et d'un soutien financier. Info environnement.brussels. Avec la première. La première est la une présente, la citadelle de Namur. Située au confluent de la Sambre et de la Meuse, découvrez son histoire au centre du visiteur Terra Nova, ses souterrains et ses nombreuses animations organisées tout au long de l'année. La citadelle de Namur, un nouveau point de vue sur l'histoire. Info citadelle.namur.be. Avec la ville de Namur, le commissariat général au tourisme et l'avenir. La première présente, Educode. Pour tous les parents, professeurs ou directeurs qui souhaitent mieux comprendre le numérique, l'utiliser et l'expliquer en classe. Ateliers, formations, outils et conférences. Educode, du 27 au 29 août à Beaux-Arts et dans le centre de Bruxelles. Programme et inscription, educode.be. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et Beaux-Arts. Envie d'un quartier plus durable? Développez un projet avec vos voisins. Un potager ou un compost collectif. Des initiatives d'alimentation durable. Des façades plus vertes pour plus de biodiversité. Un projet zéro déchet pour réutiliser plus et jeter moins. Participez à l'appel Inspirons le quartier pour bénéficier d'un accompagnement et d'un soutien financier. Info environnement.brussels. Avec la première. 12h13. Débat première. Marie Van Kutsem. Débat première, dernière partie. Faut-il interdire le smartphone entre les murs des établissements scolaires? C'est notre question du jour, car cette décision, elle a été prise en France. Elle sera en vigueur là-bas dès la rentrée. Je vous lis un commentaire, encore un, d'une auditrice qui nous dit « Le smartphone est une bibliothèque, un dictionnaire, un centre d'information. Et j'en passe, il faut vivre avec son temps. Il ne faut pas avoir peur de donner un cours sur son utilisation. » Bernard Rubien, question ici. Est-ce qu'on intègre le smartphone à tous les cours, comme un support possible de recherche par exemple, ou bien il faudrait prévoir, et on en revient ici au pacte d'excellence, un cours spécifique pour apprendre à utiliser son smartphone convenablement, une sorte de cours de bon usage, de bonne pratique? Le cours de bon usage, je ne sais pas si ça doit être comme on avait le manuel de savoir-vivre autrefois, où on indiquait que si la crème adhérait à la cuillère, il fallait attendre patiemment qu'elle se dépose lentement dans l'assiette. Oui, cela dit, on pourrait imaginer dans ce cours des notions de vie privée, de la sensibilisation au cyberharcèlement, on pourrait imaginer beaucoup de choses. Ça, c'est une éducation à l'usage de nouveau, à un usage positif de l'outil. Par contre, dans d'autres cours, il est très envisageable que le professeur, dans son processus pédagogique, décide à un moment donné d'utiliser les ressources qui sont celles qui sont à la disposition de tous aujourd'hui, à savoir Internet, Wikipédia, etc. Il y a un professeur en France qui a fait l'expérience de modifier un article de Wikipédia en voulant conduire ses élèves à penser à est-ce que tout est fiable sur Wikipédia. Et les élèves s'étaient engouffrés, tout le monde avait recopié des passages entiers de Wikipédia. Et puis,
C'était dans le cadre d'un commentaire d'un poème. Et en fait, ce qu'il voulait faire, c'était pas du tout faire commenter le poème, mais faire prendre conscience de cette nécessité d'avoir une approche critique de ce qui est donné sur Internet. Oui, mais alors ici, on se retrouve de nouveau dans un cas où c'est le professeur, à son initiative, qui décide dans son cours de proposer une approche critique des sources. Grégory De Smet, vous, par exemple, en tant que directeur d'école, est-ce qu'un cours qui serait vraiment destiné à utiliser, par exemple, le smartphone convenablement, à, comme monsieur le disait, utiliser de manière critique les sources, à faire de la prévention sur certaines notions qui sont quand même un petit peu floues aujourd'hui, surtout dans la tête des plus jeunes, est-ce que ce serait intéressant pour vous ? Je vais rejoindre monsieur. Je pense que c'est dans chaque cours, chaque professeur qui propose un dispositif pédagogique et qui intègre un outil technologique doit, je pense, en tout cas ça c'est mon avis, y intégrer tout ce qui est esprit critique. Je pense à ça. L'auditrice disait c'est une véritable bibliothèque, effectivement. Un élève aujourd'hui, il a besoin, je sais pas moi, la date de naissance de Léopold Ier, Google. Il y a une fonction du premier degré, il y a une fonction, il doit faire une analyse de fonction, il doit trouver les graphiques, Google. Donc, il a tout le savoir à sa disposition et c'est en train de révolutionner. J'utilise bien le mot révolution et pas évolution. C'est en train de révolutionner tout l'enseignement. Donc, je pense que le professeur du XXIe siècle, ou l'enseignement du XXIe siècle, c'est le professeur qui va proposer des questions qui ne sont pas googlables, je ne sais pas si on peut dire ça à la radio, mais bon, voilà. Le savoir, il est là. L'élève peut vérifier en temps réel ce que le professeur raconte. Il ne le fait pas, parce qu'il n'est pas toujours intéressé par ça, mais voilà. Donc, mais vous disiez en début d'émission qu'au sein même de la salle des profs, il y avait des disparités entre les professeurs. Ce que je dis n'engage que moi, évidemment. Évidemment, donc ceux qui seraient tout à fait disposés à intégrer cela de manière transversale dans leur cours, et puis les autres qui sont fermés à ça, du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à un règlement au niveau plus hiérarchiquement supérieur pour prendre des décisions qui s'appliqueraient dans tous les cours, pour vraiment assurer la présence du numérique. J'espère que Madame Schins nous écoute, parce qu'elle pourrait intégrer ça effectivement dans son pacte. Voilà, monsieur, voilà. La dimension numérique est vraiment un des éléments au cœur du pacte pour un enseignement d'excellence, parce que le pacte pour un enseignement d'excellence veut fonder une école pour le XXIe siècle et pas une école pour le XXe siècle. Et donc, l'école qui ferait fi du numérique et d'usage numérique positif, c'est une école qui irait à contre-courant, et je dirais de notre culture, de notre société. Arnaud Zarmot, un mot sur les usages problématiques du smartphone. On a parlé cyberharcèlement. Il existe aussi, par exemple, le visionnage de porno qui, paraît-il, a lieu chez des enfants de plus en plus jeunes. Est-ce à l'école d'éduquer à cela ? À l'école et ailleurs, j'ai envie de dire. Je pense que beaucoup d'écoles... Mais est-ce que l'école doit prendre un rôle là-dedans ? L'école fait partie de la vie des enfants. Si on réfléchit 2 secondes, c'est le lieu où ils passent le plus clair de leur temps par rapport à la maison, à d'autres lieux de vie. Donc je pense que l'école doit mettre les moyens, en tout cas on doit donner les moyens à l'école, pour envisager ça, de l'éducation à la vie affective et sexuelle. Parce que c'est ça la question du porno, c'est pas la question de l'écran, c'est qu'est-ce qui se passe à travers l'écran, la question à la vie privée, la question de l'intime, la question de l'éducation, la question du vivre ensemble. Donc oui, l'école n'est pas qu'un lieu de transmission de savoir, surtout, comme le disait monsieur le directeur, avec Google qui est là et Wikipédia. L'école, c'est du savoir-être et c'est surtout de l'apprentissage. Mais l'éthique des usages, le savoir-vivre, ça s'apprend. La bienveillance, ça s'apprend. L'empathie, ça s'apprend. C'est pas forcément inné. Donc je pense que c'est à nous autres, adultes, scolaires, parascolaires et partout ailleurs, à essayer à notre niveau, dans la mesure de nos moyens, d'aller vers ça. Donc oui, l'école, pour moi, doit, autant que faire se peut, aller vers ça. C'est tout à fait clair dans ma tête. André Blagier, votre avis à vous, est-ce à l'école d'éduquer au bon usage du smartphone ? Je crois que j'ai déjà répondu à la question. Oui, certainement, parce qu'elle ne peut pas l'ignorer. Et comme je le disais, elle doit le faire sous les 2 aspects. L'éducation au numérique en tant qu'outil quotidien et ce que ça implique, je veux dire, par rapport, on parlait à la vie privée ou à de bons usages, etc. Mais aussi ce que le smartphone ou le numérique de manière générale peut offrir comme potentialité pour l'avenir quand l'enfant deviendra adulte, qu'il devra travailler, créer une entreprise, etc. C'est absolument fondamental. C'est
aujourd'hui au cœur, comme on le disait très bien juste avant, de la transformation de la société. Je dirais même, on va nous plus loin dans cette volonté en poussant le monde de l'éducation à intégrer ce qu'on appelle la pensée algorithmique à l'intérieur des cours, de la même manière qu'il y a le français ou les mathématiques, c'est-à-dire de comprendre comment fonctionnent ces outils et comment on peut en faire des outils avec lesquels on crée quelque chose pour la société, pour l'économie, pour la culture, etc. Donc ça devient une compétence, j'allais dire, transversale, presque au même titre que les français ou les mathématiques. Je vous lis un commentaire, celui de Robert, qui nous dit: il faut parler des disparités énormes dans les performances et les coûts des smartphones. Tout le monde n'est pas en mesure d'avoir l'appareil dernier cri. Grégory De Smet, ça on imagine que dans une école, c'est quelque chose auquel on est confronté chaque jour. On y est attentif, mais j'ai la prétention de dire que je pense que le smartphone de base permet déjà aux élèves de faire des recherches sur Internet, une petite vidéo. Je pense qu'avec un smartphone de base, on peut déjà faire plein de choses et on ne demande pas d'avoir des smartphones à 1 200 € d'une marque bien connue pour pouvoir performer et pour pouvoir apprendre avec ce type d'outils. Un dernier commentaire, celui de Mireille. André Blavier, je vous le soumettrai à vous. Une de mes filles avait un tableau interactif dans sa classe, nous dit-elle. Problème, ils étaient dans le noir toute la journée pour regarder le tableau, comme dans une salle de cinéma, et maintenant le prof redonne cours sur un tableau normal. Vous qui fournissez ces écrans interactifs aux écoles, disons en une trentaine de secondes, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être une marche arrière à faire sur cet aspect-là ? Je ne sais pas s'il faut toujours prendre des exemples spécifiques pour prendre des règles générales. Donc, vous trouverez toujours... C'est le propre des commentaires, évidemment. Donc, je pense que c'est pas la voie dans laquelle on s'inscrit et on peut pas régler des plans d'équipement dans les écoles sur base de cas particuliers. Il y a aussi à un moment donné une forme de bon sens dans la manière dont on utilise les outils. Et ce qu'on fait en tout cas aujourd'hui quand on propose des plans d'équipement, c'est qu'ils doivent être basés sur un projet déposé par l'école. Et ça, je pense que c'est le plus important. Donc, il ne s'agit pas d'amener un équipement et puis dire on verra bien ce qui se passe avec. Il faut vraiment engager les écoles dans ce processus de décision. Nous arrivons au terme de ce débat. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à nos invités. Bernard Rubien, secrétaire général de l'UFAPEC, Grégory De Smet, directeur au collège Cardinal Mercier, Arnaud Zarbeau, psychologue, et dans notre studio de Namur, nous recevions en duplex André Blavier de l'Agence du numérique. Merci à Héloïse Godot et François David pour la mise en onde de l'émission. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous retrouve demain dès midi pour un nouveau débat. Il est 13h. Marie-Laure de Kerkhove, bonjour. Bonjour. C'est la première journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme. Une date instituée l'année dernière par l'ONU et qui se décline aussi à Bruxelles. L'association V-Europe, qui défend les victimes des attentats de Bruxelles et leurs proches, rencontrait ce matin le monde politique et les membres de la commission d'enquête sur les attentats. Le navire dit Chioti des gardes-côtes italiens va pouvoir accoster en Sicile, mais les 177 migrants à bord ne pourront pas débarquer sans garantie européenne. Génération 80, c'est la nouvelle grande expo qui prendra place en septembre dans la gare des Guillemins à Liège. Dans ce journal, nous irons voir comment se passe le montage. Et puis la météo et un temps ensoleillé aujourd'hui avec des maxima en